Bonsoir à vous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On va plonger dans cette première partie de Kin Direct dans les méandres de la justice congolaise pour essayer de comprendre cette guerre de procédure qui justement oppose le ministre de la Justice et le président, le procureur général plutôt près la Cour de cassation grâce à un homme, un avocat qui sait nous expliquer les choses simplement. Maître Samuel Nkonko qui est là avec moi. Bonsoir maître, un honneur encore de vous recevoir ce soir. Bonsoir Gaëtan, encore une fois de plus, merci d'avoir songé à moi pour pouvoir échanger avec vous sur cette question d'actualité. Vos dernières analyses ont été bien accueillies plutôt par la population ou les internautes surtout. Encore une fois de plus, très modestement, nous les acceptons de plein cœur. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en face d'une vraie guerre de procédure? Le ministre de la Justice, en tout cas, je passe les introductions. Ceux qui ont suivi les numéros précédents devraient normalement bien nous situer là où on en est aujourd'hui. C'est le nouveau réquisitoire du procureur général après la Cour de cassation, introduit cette fois encore à l'Assemblée nationale pour demander les autorisations des poursuites à proprement parler. Et les ministres de la Justice qui envoient ou qui publient une lettre de récusation. Il a bien choisi ce moment ou c'est un dilatoire de sa part? Encore une fois de plus, merci. C'est une question qui jette franchement la pierre dans le marais. Ouais. Est-ce que ça nous amène franchement à pouvoir débattre dessus? J'aimerais évoquer et aborder la question sur deux plans, sur le plan judiciaire et sur le plan politique. Nous l'avions dit, je crois, à notre dernier entretien, que cette question nécessitait impérativement l'implication du chef de l'État. Pourquoi? Parce que présentement, il n'est un secret pour personne que la personne représentant le procureur, le parquet général, qui est le procureur général en espèce, le procureur général Vondé, et la personne représentant le ministère de la Justice, qui est Constant Mutamba, ces deux sont presque en inimitié. Alors, sur le plan procédural, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le ministre Mutamba a eu à formuler sa lettre de récusation qui donne lieu à beaucoup de débats. Certains diront que non, il ne peut pas récuser. Certains disent qu'il faut dire qu'il faut plutôt qu'il décharge, il ne peut pas récuser. Ça, ce sont des... Répondez un peu à ça. Est-ce qu'il a le droit de récuser? Et pourquoi avoir attendu être auditionné une première fois, une deuxième fois? C'est après la troisième fois qu'il justement il envoie cette lettre de récusation et aussi la réponse même sanglante du directeur du cabinet du procureur général pour la Cour de cassation qui dit au ministre de rester serein et que les choses doivent poursuivre leur bonhomme de chemin. Le droit de récuser, c'est un droit reconnu à tout justiciable. Dans le cas d'espèce, le ministre Mutamba est un justiciable. Et en tant que justiciable, il a besoin de voir sa cause être instruite en toute impartialité. Et s'il constate que dans l'instruction de sa cause, il y a des éléments qui l'emmènent plus particulièrement à remettre en question l'instructeur de son dossier, la loi le reconnaît, le Code d'organisation et des compétences judiciaires, plus particulièrement, je crois, l'article 59, lui reconnaît le droit de pouvoir décharger l'instructeur de sa cause. Mais revenons au cas de récusation. Ici, la récusation que le ministre Mutamba a eu à formuler, il n'a pas récusé l'instructeur du dossier, mais il a récusé le chef de parquet, qui est le procureur général. Et sur le plan procédural, il y a une légère entorse. Pourquoi? Parce que la décharge ou la récusation en termes simples ne peut porter que sur l'instructeur d'un dossier. Et le procureur général Vondé, dans le cas d'espèce, n'est pas l'instructeur du dossier, il n'est que le chef d'office de ce parquet et il a tout simplement eu à engager des poursuites conformément aux règles de la procédure, non seulement de la Constitution, de la procédure pénale et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alors, mais en cas d'illimité, on fait quoi alors? C'est comme je l'ai dit tantôt, il est reconnu à tout justiciable. Dans le cas d'espèce, le ministre Mutamba est injusticiable. Se sentant lésé, pensant que sa cause n'est pas correctement instruite, voilà pourquoi il a eu à récuser le procureur général. Mais fort malheureusement, ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, qu'est-ce qui se passe? On récuse ou bien on peut décharger un instructeur d'un dossier. On ne peut pas récuser un chef d'office parce que dans le cas d'espèce, le procureur général, c'est carrément celui qui représente non seulement le parquet au niveau de la Cour de cassation, mais il faut c'est lui qui instruit, non? Non, ce n'est pas lui qui instruit. C'est qui instruit? Il y a un instructeur, il a certainement désigné à un de ses collaborateurs de pouvoir instruire. Le nom peut-être m'échappe de l'instructeur, mais lui n'est que le chef de ce parquet. Pourquoi? Parce que chez nous, le parquet en soi est cette institution qui poursuit les infractions avant de pouvoir les emmener en fixation devant les juridictions. Et le parquet près de la Cour de cassation, c'est carrément le plafond des parquets. Il est irrécusable dans ce cas? Lui, l'individu, lorsqu'il est récusé,
il peut effectivement être déchargé. Mais dans les cas d'espèce, ce n'est pas lui l'instructeur du dossier. Voyez-vous, dans les cas d'espèce, je donne un exemple pratique. Vous êtes à Télé 50, vous avez un DG. Et vous qui agissez aujourd'hui, vous le représentez, par exemple, dans des émissions en direct comme ça. Et lorsqu'il s'agit, par exemple, de pouvoir remettre en question, par exemple, l'émission que j'ai faite avec vous, je ne veux pas remettre en question votre DG. C'est vous que je dois remettre en question. Alors, c'est pratiquement mutatis mutandis que je remets ça aussi dans l'instruction du dossier au parquet. Veut dire, le procureur général, lui, n'a fait que sur le plan formel ce que la loi lui a demandé de faire. Il a poursuivi, il a engagé de poursuite. Dans le cas d'espèce, il n'a pas encore eu l'autorisation de poursuite. Par rapport à l'instruction, il avait eu autorisation de pouvoir instruire. À la fin de son instruction, il a fait son rapport à l'Assemblée nationale et sollicitant cette fois-là une autorisation de poursuite. Oui. Et parce qu'il a glané suffisamment les informations et les éléments pouvant conduire à l'arrestation, à la condamnation du ministre Constant Moutamba. C'est cela. Bon, bien entendu, il s'est fondé sur son instruction. Il pense qu'il a suffisamment d'éléments pour pouvoir engager maintenant des poursuites devant une juridiction répressive et dire, dans le cas d'espèce, devant la Cour de cassation. Il pense avoir suffisamment d'éléments. Alors, lorsqu'il aura peut-être l'autorisation, si cela lui est accordé, parce que présentement, la question est traitée en commission, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Une fois que la commission va revenir en plénière, elle va donner son rapport. Et si les députés pensent qu'ils peuvent autoriser cette fois-là au procureur général de pouvoir engager des poursuites, ils vont le lui autoriser. Donc, on va assister au même scénario. Les députés qui font partie de la commission vont présenter leur rapport. Ensuite, on va procéder par un vote. Si ça se solde par un oui, le ministre, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là, la loi dit ceci, plus particulièrement l'article 107 et 108 de la Constitution dit que lorsque un ministre ou un membre du gouvernement est mis en accusation, il présente sa démission. Et lorsqu'il présente sa démission, il se met à la disposition de la justice pour pouvoir connaître de son sort par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Voilà. Et s'il ne présente pas sa démission, il sera d'office reconnu démissionnaire après 48 heures. Il sera reconnu démissionnaire après 48 heures. Il n'aura plus d'autres recours, c'est ça? Ce n'est pas qu'il n'aura plus d'autres recours. La loi, elle est claire, elle a imposé la procédure. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas une démission formelle, la loi dit que dans les 48 heures, la personne est réputée démissionnaire. Elle doit présenter ses moyens de droit devant la juridiction. Et si seulement il se fait que la personne est acquittée, elle pourrait être en droit d'être notifiée et de retourner au gouvernement. Voilà. D'accord. Alors, donc, c'est une procédure judiciaire qui va commencer devant la Cour avec des juges. Et Constant Moutamba fera des va-et-vient. Et on pourra aussi, donc, le mapper. C'est ce que redoutaient la plupart de ces militants et sympathisants qui l'accompagnaient à la Cour, au parquet après la Cour de cassation. Le mapper, à ce stade-là, serait peut-être très rapide. Je pense que ça serait très rapide. Au niveau juridictionnel, je crois que... Parce qu'on a mappé Vital Kamerhe à son époque, en son temps. Si Vital Kamerhe avait été mappé, c'est parce que l'instruction était encore au niveau du parquet. C'est au niveau du parquet qu'il avait été mappé, parce que le MAP, c'est la mise, c'est le mandat d'arrêt provisoire qu'on appelle MAP. Ça se passe au niveau de l'instruction préparatoire au parquet. Vital avait été mappé au niveau du parquet et son affaire avait été envoyée en fixation. Mais dans le cas d'espèce ici, le ministre Moutamba n'est pas placé sous MAP. Il est encore ministre en pleine fonction. Lorsqu'il y aura autorisation de poursuite, cette fois-là, peut-être, il devra présenter, lorsqu'il sera mis en accusation, il devra présenter sa démission pour se mettre à la disposition de la justice. C'est là qu'il devra faire valoir ses arguments de droit. Et si seulement il est condamné, là, peut-être, il s'en remettra à la décision de la juridiction, mais s'il est acquitté, il sera notifié, il aura peut-être plein droit de pouvoir retourner dans l'équipe gouvernementale. Alors, vous, en tant qu'analyste politique, mais aussi un homme de droit, je voudrais que vous parliez en politique maintenant. Qu'est-ce que cette affaire peut justement apporter à la nation? C'est là que j'avais dit, mon deuxième volet devait être pratiquement politique. Pourquoi? Parce qu'il n'est un secret pour personne que le ministre Moutamba, aujourd'hui, est carrément un des ministres qui passe pour certains d'être un des meilleurs ministres de l'équipe gouvernementale. Et à ce titre, il est carrément aujourd'hui objet de plusieurs tentatives, non seulement de débauchage, non seulement de sabotage, mais aussi des tentatives qui soient de nature à pouvoir porter atteinte aussi à sa réputation et aussi non seulement à sa réputation, mais aussi à sa réputation publique. Alors, vous savez, les hommes politiques tiennent beaucoup à leur réputation. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est Moutamba qui est exposé à cela. Mais s'il est exposé, moi je crois, dans mon intime conviction, qu'étant donné
que les faits qui sont mis à sa charge, tendant à la tentative de détournement des fonds qui existent à ces jours, je crois qu'il n'est pas lieu de pouvoir mettre en place cette machine avec cette célérité telle qu'elle va. Il serait bien au contraire mieux que le président de la République, sachant que le ministre Moutamba, qu'il n'est un secret pour personne, qu'il fait l'objet des actes de sabotage, qu'il intervienne de manière à pouvoir décrisper la situation entre lui et le procureur général, où on sait tous que les deux sont pratiquement en inimitié. Et cette image n'est pas très bonne pour notre justice. Pourquoi? Parce que ce sont les deux hauts sommets. Au niveau du parquet, vous avez le procureur général. Au niveau du gouvernement, vous avez le ministre de la Justice. Ces deux personnalités ne peuvent pas s'affronter comme ça, au vu et au su de tout le monde. Ça ne donne pas une bonne image à la réputation de notre pays. Voilà pourquoi j'avais invité le chef de l'État à pouvoir intervenir afin de pouvoir décrisper la situation. Parce que sur le plan moral, disons aussi sur le plan moral, est-ce qu'il est réellement justifiable qu'il y ait des fonds qui n'ont pas été détournés à ce jour, qu'il y ait la personne qui est reprochée de tels faits puisse subir ce qu'il subit présentement? Il se pose à la fois un problème moral et des problèmes aussi d'ordre politique. Vous savez, oui, les problèmes d'ordre politique, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, Moutamba rêvait une certaine popularité au sein du gouvernement. Et cette popularité gêne probablement certains acteurs politiques aussi. Alors, la seule manière peut-être de pouvoir aussi l'emmener à pouvoir baisser de ses ardeurs, c'est aussi de connaître tous ses démêlés judiciaires. C'est vrai qu'on pourrait lui reprocher cette tentative de détournement. Mais à ce jour, est-ce que les fonds qu'on lui reproche ont été détournés ou ces fonds existent? Parce qu'il y a juste une tentative et qui peut être aussi apparentée à une erreur d'administration. Je crois que pour l'honneur et pour le respect de nos institutions, il serait préférable de décrisper cette situation afin de ramener vous en appelez donc à César un peu, j'ai fait allusion à ce qui s'est passé à l'époque de la Rome antique, vous en appelez à l'arbitrage du chef de l'État. Mais j'aimerais vous faire jouer un autre rôle maintenant. Ce n'est pas celui d'avocat, encore moins celui de politique, mais je vous mets dans le rôle d'un magistrat. Supposez que vous étiez l'instructeur ou le procureur général après la Cour de cassation. Vous avez devant vous, moi, Constant Moutamba, vous me posez la question de savoir pourquoi avez-vous décaissé 19 millions de dollars à destination d'une entreprise qui n'a aucune expérience et pour laquelle vous n'avez investigué nullement pour savoir si elle a les capacités de pouvoir réaliser une prison à Kisangani. Ça ne peut pas fonder votre intime conviction de pouvoir poursuivre une telle personne par après. Poursuivre une telle personne est une chose, c'est vrai que les éléments qui sont mis à la disposition du magistrat sont ceux que vous évoquez tantôt, notamment à savoir le fait d'avoir attribué ce marché public à une société qui n'avait pas en elle suffisamment d'expérience. C'est vrai que la passation des marchés publics de gré à gré est prévue par notre arsenal juridique. C'est prévu par notre arsenal juridique. On pose la question au ministre Constant Moutamba. Zion Construction n'a réalisé 0 travaux de construction d'une prison. Et il dit clairement qu'il ne s'est pas, en tout cas, dérangé de savoir si Zion est capable de faire ça ou pas. Il ne s'est pas dérangé pour ça. Il n'a pas remué ses doigts ou justement son pouce pour savoir si Zion Construction peut le faire ou pas. On lui pose aussi la question de savoir est-ce que vous avez pu acheter de terrain à Kisangani? Non, il n'est pas au courant de ça. C'est pas là une sorte de mauvaise foi? Tous ces éléments, nous les entrons tout simplement dans ce que nous avons appelé tantôt. C'est que moi, je ne vais pas parler d'amateurisme, je vais plutôt parler d'erreur administrative. C'est vrai que peut-être, compte tenu de certaines informations qu'il aurait pu avoir ou ne pas avoir, cela lui a conduit à prendre les mesures comme il les a prises. Mais je crois qu'on n'a encore rien perdu à ce stade. Pourquoi? Parce que les fonds existent. Et deuxièmement, il s'agit d'un homme qui occupe des fonctions importantes. Le ministère de la Justice, c'est un des ministères phares du gouvernement. Il serait carrément déplorable de voir qu'une telle personne soit mise à la disposition ou bien soit exposée au mépris tel qu'il est présentement. Et pour entrer aussi dans le fond ou dans le vif du sujet, nous avons appris par des intermédiaires qu'il aurait présenté suffisamment d'excuses. Il a commencé à présenter des excuses depuis le moment où le dossier était encore instruit au niveau du Parlement. Devant la commission, il a présenté des excuses. On aurait appris aussi que lors de son instruction, il a essayé aussi d'en faire de même. Je crois que la justice aussi doit être humanisée.
on rend justice, c'est dans l'intérêt de la société. C'est vrai que la vérité judiciaire n'est toujours pas conforme à la vérité ontologique. Mais étant donné que l'on rend la justice au nom de la société, il faut se poser la question ici, qu'est-ce que la société a perdu? La société a été préjudiciée par quoi? Nous connaissons qu'il y a eu plusieurs personnes dans ce pays qui ont assumé des grandes fonctions pour lesquelles il y a eu des détournements en masse, en millions. Et on n'a vu ni l'argent être récupéré, ni les œuvres pour lesquelles les millions ont été affectés ont été récupérés. Ni la CNRF a gelé les comptes, oui, aussi. Oui, le CNRF a gelé le compte, bien entendu. Ouais. Mais les fonds existent. Non, je parle de cas que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Bon, les cas que j'évoque tantôt, voilà. Ouais. Vous avez des personnes qui ont été poursuivies comme ça pour avoir dissipé des millions de deniers publics qui n'ont. On n'a ni l'argent, ni les ouvrages pour lesquels ces millions ont été affectés. On ne les a pas. Et les personnes sont libres en train de circuler partout où ils veulent. Alors, face à une personne qui est poursuivie pour des millions qui existent, il y a eu certes, ce qu'on dit sur le plan du droit, une tentative. C'est vrai que la tentative en droit est punie comme une infraction consommée. Mais étant donné ici que la justice est rendue au nom de la société, à ce moment, je crois que de tout le monde, il est clair que la société n'a encore subi aucun préjudice parce que ces millions existent. Et pour la bonne, non seulement la bonne administration de la justice, mais pour aussi la bonne réputation de notre gouvernement, je crois que j'en appelle à l'arbitrage du chef de l'État, afin de pouvoir essayer de décrisper cette situation. Il en sera pour l'intérêt non seulement du gouvernement, aussi pour l'image de notre pays. Donc il y a eu tentative quand même, mais c'est pardonnable, on vous entend parler. Moralement, compte tenu de toutes les réalités à la fois politiques, de ce que Constant Moutamba a apporté à ce gouvernement, beaucoup de légitimité, beaucoup de popularité, aussi grâce à ce ministre, et aussi d'un point de vue moral. J'ai une autre question. J'ai le sentiment qu'il a été lâché un peu par son gouvernement, puisqu'il n'y prend plus part aux réunions de Conseil des ministres. Ils sont maintenant à Kolwezi, il n'y est pas. Il est désemparé, esselé, Constant Moutamba. Est-ce que c'est seulement ses détracteurs qui lui en veulent ou c'est pratiquement toute la machine qui veut se débarrasser de lui? Je pourrais réfléchir à deux niveaux dans ce sens. Le premier niveau, c'est que j'ai constaté tout d'abord que les auditions se passaient le vendredi. Et les vendredis, c'est le jour où le Conseil de ministres s'est réuni. Donc, il ne pouvait pas prendre part aux réunions du Conseil de ministres. Pourquoi? Parce que les Conseils des ministres s'étaient nés, bizarrement, tout comme par coïncidence, uniquement le jour où il était auditionné. Ça, c'est une chose. Mais d'autre part aussi, vous constaterez que le dossier de Moutamba, en commençant d'abord par l'Assemblée, lorsqu'il y a eu autorisation d'instruire, vous aviez vu comment est-ce qu'il y a eu une émulation dans l'Assemblée lors de la plénière. On a l'émulation de l'Assemblée lors de la plénière et aussi un des indices qui peuvent nous permettre à comprendre quelle est réellement la position de la plupart d'hommes politiques. On pense qu'aujourd'hui, que Moutamba, étant jeune, il va peut-être très vite, comme l'a dit un des parlementaires, il veut aller très vite. Alors certains aussi pensent que dans la course au Dauphinat, peut-être qu'il serait parmi les personnes qui seraient le mieux alignées pour être dauphin du chef de l'État. Alors, la meilleure façon serait de faire quoi? De récupérer les petites maladresses et erreurs qu'il commettrait. Ses propres erreurs, justement. Ses propres erreurs. Parce que si on a récupéré ses propres erreurs, afin de pouvoir trouver l'occasion de pouvoir le clouer, alors que ça profiterait à qui tout ça? C'est vrai qu'on a besoin aussi de voir les jeunes émerger dans la sphère politique. On en a besoin. Et le chef de l'État qui fait confiance à la jeunesse, nous le saluons et nous saluons ses efforts. Aujourd'hui, c'est un jeune, aujourd'hui, c'est Moutamba, qui peut-être par imprudence a eu à commettre ces faits effectivement que nous condamnons, mais nous entrons, c'est là tout simplement peut-être dans des erreurs que nous appelons non seulement administratives, mais des erreurs aussi de gestion. Alors, étant donné que la justice est rendue au nom de la société, qu'à ce jour aussi, la société n'a encore subi aucun préjudice de ces faits, nous souhaitons que, pour l'intérêt de notre pays, pour l'image du gouvernement, que le chef de l'État puisse offrir ses bons offices d'arbitrage afin de pouvoir décrisper cette situation. Qu'est-ce que peut faire le chef de l'État? En tout cas, je sais bien comment il pourrait répondre à cette question. Il dirait, mais moi, je ne m'immisce pas dans les affaires de la justice. Son arbitrage peut se résumer à quoi? La difficulté serait si seulement l'affaire serait déjà envoyée en fixation. Présentement, l'affaire n'est pas en fixation devant le tribunal. L'affaire est encore instruite au niveau du parquet et le parquet attend l'autorisation. Le parquet a dans sa mission de pouvoir instruire la latitude qu'on appelle l'opportunité. L'opportunité, ça veut dire qu'il appartient à l'instructeur d'un dossier de voir s'il est utile ou pas de pouvoir saisir les instances de droit ou les juridictions des sentences. À ce jour,
le chef de l'État pourrait, en invitant le procureur général... On ne l'accusera pas d'ingérence. Ça ne serait pas une ingérence comme telle, parce que le chef de l'État, à la base, comme le dit la Constitution, il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Si seulement, comme je l'ai dit tantôt, la République n'a encore subi aucun préjudice, comme je l'ai dit tantôt, pourquoi? Parce que les fonds existent. Étant donné que la République n'a encore subi aucun préjudice et que là, il y a aussi la réputation et l'image du gouvernement qui est mise aussi sur la place publique, il serait normal de pouvoir sauver l'image du gouvernement et aussi de pouvoir décrisper la situation afin que les choses redeviennent à la normale. Parce qu'on en a marre de voir, d'une part, le procureur général près de la Cour de cassation, qui est une grande personnalité et le sommet du parquet en République démocratique du Congo, et d'autre part, le ministre de la Justice, qui est carrément le représentant de la politique judiciaire du gouvernement dans notre République, entrer en opposition alors qu'ils sont appelés à travailler en synergie. Alors, si le chef de l'État n'intervenait pas, en tout cas, on reste dans ce raisonnement-là, Constant Moutamba, il n'est pas facile à faire. Il ne se laissera pas faire. Oui, l'affaire n'est pas encore perdue pour le moment. Il appartiendra aux juges si seulement ils sont saisis après l'autorisation de poursuite. Peut-être si seulement l'autorisation est accordée au procureur général. Une fois que l'affaire sera envoyée en fixation, il appartiendra aux juges de pouvoir connaître des faits. Et si seulement le tribunal ou la juridiction saisie estime que les faits sont établis à charge de Moutamba, il sera condamné. Mais si la juridiction pense que les faits mis à charge de Moutamba ne sont pas établis, il sera purement et simplement acquitté. Merci beaucoup, Maître Samuel Nkonko, d'être passé. Un dernier mot peut-être sur un des éléments que vous avez pu avoir après notre dernière émission ou un commentaire à faire par rapport à ça. Bon, un dernier élément que je pourrais donner peut-être, c'est juste d'en appeler tout simplement à l'autorité suprême et au chef de l'État, comme je l'ai dit tantôt, d'essayer de pouvoir sauver l'image du gouvernement, parce qu'il s'agit ici de l'image et de la réputation du gouvernement. Il en sera aussi de même aussi pour l'image de notre pays. Il est important de pouvoir appeler le chef de l'État à ramener autour d'une table ces deux personnalités afin que l'image du gouvernement soit une fois de plus lavée. Et il en sera de même aussi pour l'image de notre pays. Merci beaucoup, Maître. Voilà, c'en est fini avec cette première partie. La deuxième partie, je l'avais annoncé, c'est un médecin, le directeur général adjoint du Centre national de transfusion sanguine qui va venir nous parler de la sensibilisation à la veille de la journée mondiale du donneur du sang. La RDC a besoin de beaucoup de sang suite à la crise humanitaire dans l'est du pays, mais aussi en raison de beaucoup de problèmes qui nécessitent des transfusions ici à Kinshasa, mais aussi dans quelques autres provinces. Le CNTC a besoin de vos sangs, raison pour laquelle il est là. On en débattra tout à l'heure, restez avec nous.